La santé, hein, voilà, on peut se poser des questions. Elle repose sur quoi? Qu'est-ce que ça veut dire déjà le mot santé, hein, n'est-ce pas? Ce qu'on entend généralement par santé, est-ce on entend plus simplement les soins de santé, n'est-ce pas? Du genre, on va aller chez le médecin ou à l'hôpital tout simplement. Est-ce que la santé, c'est tout simplement cela? Qu'est-ce qu'on pourrait bien entendre par l'assurance vie, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand on parle d'assurance vie, on pense plus aux assurances, on parle plutôt aux mutuelles, enfin que sais-je? Il y a différentes questions que l'on peut se poser de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'on entend par bien-être, hein? Voilà, là aussi, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que c'est peut-être prévenir la maladie, n'est-ce pas? Ou bien améliorer la qualité de vie? Ce sont là autant d'éléments. Si nous étions en interactif, hein, on aurait pris pratiquement 10 minutes, hein, n'est-ce pas? Et puis vous entendre, savoir ce que vous pensez, hein, par rapport à ces notions-là. Mais ce n'est pas le cas, donc on va avancer. Alors, ces définitions de santé sont positives parce que la santé, c'est déjà au départ l'absence, c'est plus que l'absence de maladie, hein. Quand on dit on est en bonne santé, on ne prend peut-être pas de traitement, on n'a pas de défi particulier par rapport à sa santé. Et donc, on va plus penser, n'est-ce pas, au fait qu'on ne soit pas malade. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus que cela parce que l'Organisation mondiale de la santé, hein, n'est-ce pas, qui est une agence de l'ONU qui se spécialise en matière de santé, donc elle va elle nous enseigne, elle nous instruit, n'est-ce pas, sur ce qu'est la santé, n'est-ce pas? Et le but de l'OMS, tel que voulu par l'ONU, hein, puisque l'OMS est une branche en fait de l'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies, qui s'occupe de la santé. Pour eux, là, le but de l'OMS notamment, c'est dans sa constitution, hein, c'est comme ça qu'ils le voient, c'est d'abord et avant tout que tous les peuples puissent atteindre le plus haut niveau de santé possible. Voilà, ça c'est vraiment un des éléments, c'est une des visions, n'est-ce pas, que l'OMS a. Et la santé, ainsi définie par l'OMS, c'est quoi? C'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas simplement l'absence de maladie. Alors, j'ai bien parlé de la sphère physique, de la sphère sociale, de la sphère mentale. Alors, il faut savoir dans le cas de l'OMS que dans la sphère mentale, il y a aussi la dimension spirituelle. Donc, ce qui fait que par rapport à cette charte, ça dépend où on se trouve, hein, n'est-ce pas? Si dans une contrée du monde, on pense qu'on ne veut pas entendre parler de Dieu, n'est-ce pas, ou de spiritualité, alors on mettra tout simplement physique, mental et social. Voilà. Mais dans d'autres contrées, voilà, la définition, hein, telle que donnée par l'OMS, va inclure la dimension spirituelle aussi. Voilà. Donc, ce sont des éléments qui sont tout à fait importants à avoir à l'esprit, hein. La santé, c'est paraître, se sentir et donner de son mieux, hein, voilà. Donc là, vous voyez un peu une définition de la santé, c'est plus que l'absence de maladie, et on a différentes définitions qui sont données concernant la santé. Être libre de toute douleur, hein, pour certains. Pour d'autres, la santé, c'est devenir le meilleur de soi-même, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est autant d'éléments qui sont apportés. C'est aussi déterminé, la santé est déterminée par les choix que nous faisons, par les choix que vous faites. Et puis, c'est le plus haut niveau de santé possible atteint par tous les peuples. Voilà, ça c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a différents organismes comme cela qui essaient de nous expliquer ce qu'est la santé. Mais s'il y a une chose qu'on comprend bien, c'est plus que l'absence de maladie, n'est-ce pas? Ça va bien au-delà. Voilà. Alors donc, la définition de la santé, comme je vous disais par rapport à l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Dans le mental, il y a le spirituel dedans, et pas simplement l'absence de maladie. Et ils ont adopté, vous savez, l'OMS travaille sur ces questions-là, et il y a des congrès à différents endroits, notamment il y a eu un congrès qui a eu lieu à Bangkok, en Thaïlande, donc en 2005, et là, dans ce congrès, ils ont identifié les grands défis auxquels les habitants de la Terre font face. Ils ont identifié les actions et les engagements nécessaires pour traiter les facteurs de santé dans un monde qui devient de plus en plus globalisé. Donc, il faut voir tous ces éléments-là et il faut voir quels sont les acteurs qui vont être sur le terrain pour faire en sorte que les personnes puissent atteindre le plus haut niveau de santé possible. Et donc, la charte souligne donc, le contexte de santé globale
et dans un contexte où le monde change, dans un contexte où il y a un lourd tribut de maladies chroniques, hein, n'est-ce pas, y compris les maladies cardiaques, les AVC, les cancers. Donc il y a tous ces éléments, il y a le diabète, et donc il y a aussi le besoin de traiter les effets sanitaires de la globalisation, telle qu'il y a les inégalités qui sont croissantes, la rapide urbanisation et la dégradation de l'environnement. Donc ce sont là autant d'éléments qui font la préoccupation des organismes internationaux, parce qu'ils savent qu'il y a là une incidence directe avec la santé. Alors, une mauvaise santé peut avoir plusieurs causes. Hein, ça peut avoir plusieurs causes, plusieurs facteurs différents. Il y a, par exemple, on peut avoir un mauvais style de vie qui va être à l'origine, n'est-ce pas, d'une mauvaise santé. Par exemple, le fait de fumer, une vie sédentaire, par exemple. Il y a de mauvaises habitudes alimentaires, autant d'éléments qui peuvent être à l'origine donc d'une mauvaise santé. Et il y a aussi, on peut avoir eu des blessures ou bien infecté par des micro-organismes, des microbes, des germes. On peut aussi, notre santé peut être affectée par des tendances génétiques, n'est-ce pas? Et il y a aussi le manque de soins, manque d'accès aux soins de santé. Là aussi, c'est quelque chose qui joue important. Donc, ces disparités-là, notamment le manque d'accès aux soins de santé, va faire en sorte que dans certains contextes, il y a des personnes avec des maladies chroniques, n'est-ce pas, qui vont malheureusement mourir plus tôt que les autres parce qu'ils n'auront pas tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer les situations dans lesquelles ils auront été. Et il y a aussi le stress excessif, peut être à l'origine d'une mauvaise santé, être malheureux, la colère, l'hostilité, n'est-ce pas, qu'on héberge, qu'on garde, qu'on peut même maintenir et entretenir malheureusement. La solitude aussi est source de mauvaise santé, l'inquiétude, avoir une attitude négative en permanence, ce sont là autant d'éléments qui peuvent saper notre santé. Manque d'affection, d'amour ou d'acceptation, hein, tout ça avec la notion de solitude, etc. et tout, naturellement, ce sont là autant d'éléments qui peuvent avoir des répercussions. Alors, une chose est sûre, l'esprit a une influence sur notre santé. Les maladies qui brisent les forces vives représentent la mauvaise nouvelle dans les rapports entre l'esprit et le corps. Tout ce qui peut briser les forces vives, ce n'est vraiment pas bon pour nous, hein, pour notre santé. Et là, on voit déjà donc les liens qui existent. On va voir dans quel cadre est-ce qu'il y a cette interactivité, comment est-ce que l'esprit affecte le corps. Voilà, donc bien des maladies dont souffrent les hommes, une citation par quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la santé, bien des maladies dont souffrent les hommes sont dues à la dépression mentale, le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la culpabilité, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la maladie. Voilà, donc c'est assez intéressant. Déjà là, comme ça, on est interpellé. Hein. Être dans la déprime, n'est-ce pas, en permanence, être chagriné, être anxieux, être mécontent. Ouais, ce mécontentement peut être dû au fait qu'on a été victime peut-être d'injustice, hein, voilà. Mais ce mécontentement qu'on va entretenir véritablement va avoir un impact négatif, n'est-ce pas, sur nous. La culpabilité, hein, voilà, donc le fait d'avoir pris conscience par rapport à une situation, ou peut-être dans les relations interpersonnelles, etc. et tout, eh bien, ça veut dire, voilà, donc la culpabilité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder, n'est-ce pas? C'est quelque chose dont on doit essayer de se débarrasser le plus rapidement possible parce qu'il y a des répercussions, n'est-ce pas, hein, sur nous. Voilà, les émotions positives, donc, dans ce contexte-là, au regard de ce qu'on vient de voir, c'est vraiment là la bonne nouvelle. Quand il est question des relations entre le corps et l'esprit, là, les émotions positives, elles vont favoriser donc une bonne santé. Voilà ce qu'on voit par rapport à cela. D'autre part,
le courage, l'espérance, la foi, la sympathie, l'affection favorisent la santé et propagent la vie. Voilà, donc remarquerez certainement la favoriser et prolonger, n'est-ce pas? On devrait avoir un pluriel, hein, certainement. Donc, un esprit content et heureux contribue à la santé du corps et à la force de l'âme. Donc, les émotions positives. On a vu tout à l'heure les émotions négatives, n'est-ce pas? Qu'il nous faut vraiment, vraiment gérer et dont il nous faut absolument fuir s'il en était. Et de favoriser, n'est-ce pas, ces émotions qui sont plutôt des émotions positives. Pour être heureux, a dit donc un médecin, il faut avoir un esprit heureux. Il faut avoir un esprit heureux. Alors, parce que la connexion entre le corps et l'esprit est étroite, l'un et l'autre doit être développé. Donc, il faut prendre soin du corps, il faut prendre soin de l'esprit. Hein, généralement, au niveau de la santé, comme j'ai dit tout à l'heure, l'absence de maladie, on va se focaliser sur l'aspect purement physique. Mais il nous faut aussi prendre soin de l'autre aspect, parce qu'il y a un lien étroit entre le corps et l'esprit. La rétroaction biologique peut illustrer comment l'esprit affecte la physiologie du corps. Il y a des changements dans le rythme cardiaque et la pression artérielle. Il y a des changements de la conductivité de la peau mesurée par un galvanomètre. Et il y a aussi un domaine intéressant qui est appelé la psychoneuroimmunologie, qui, elle, va étudier comment l'esprit affecte l'immunité. Vous voyez un peu cette interdépendance de l'être humain et des différentes dimensions qui interagissent les unes avec les autres. Donc, pour une santé optimale, toutes les dimensions de la santé doivent être développées et il faut qu'elles fonctionnent harmonieusement. Voilà, nous en sommes là. C'est vraiment, vraiment important d'avoir tous ces éléments-là donc à l'esprit. Vous voyez l'être humain comme un tout, et il faudrait qu'il y ait l'harmonie entre les différentes parties donc du corps. Voilà, donc aujourd'hui, donc on va mettre l'accent sur le lien qui existe entre l'esprit et le corps, et on va commencer par l'importance des pensées positives, et on verra ensuite la nature destructrice, n'est-ce pas, des pensées négatives. Voilà, donc dans l'étude, pour ceux qui étaient là hein, les fois d'avant, hein, puisque cette série de conférences a été faite sur la base de 4 grandes études qui avaient été faites, hein, notamment donc aux États-Unis, et donc là notamment ici à Alameda, c'était donc en Californie. Et là, ils avaient trouvé, qu'est-ce qu'ils avaient trouvé? Eh bien, ils avaient trouvé que les gens qui avaient des niveaux bas de bonheur, hein, voilà, en fait, c'est de mesurer ou d'évaluer le bonheur, hein, n'est-ce pas, chez les personnes qui avaient pris part à l'étude. On a trouvé justement que les personnes qui avaient des niveaux bas de bonheur et de satisfaction de leur vie avaient des taux de mortalité qui étaient significativement plus élevés, environ 2 fois pour les hommes et 3 fois pour les femmes. Donc, si on ne se sentait pas bien, si voilà, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, on n'était pas heureux, etc. Et tout, dans le long terme, eh bien, la probabilité, n'est-ce pas, qu'on l'on meure prématurément était beaucoup plus grande, n'est-ce pas, 2 fois chez les hommes et 3 fois chez les femmes. Donc, ce qui est important, on peut déjà voir l'importance donc de maintenir une attitude mentale positive et une attitude joyeuse. Eh bien, tout cela va favoriser considérablement une bonne santé. J'entends insister comme cela et certainement pour certains d'entre vous, déjà, il y a des choses qui résonnent dans votre être, dans vos oreilles, dans votre esprit en prononçant donc ces éléments ici. Donc, vous voyez, le graphique, il le montre bien, hein, voilà, en fonction donc le taux de mortalité, n'est-ce pas, donc pour les hommes et pour les femmes, suivant qu'on était heureux ou pas heureux, eh bien, il y avait une grande disparité. Donc là, vous voyez des éléments qui paraissent tout à fait pratiquement subjectifs, hein, mais on parvient maintenant, hein, de manière scientifique, à mesurer, à déterminer, à nous faire une idée
de comment ces choses qui ne sont pas, voilà, c'est pas des chiffres, hein, voilà, c'est vraiment, on peut quantifier et cela peut nous permettre de voir un peu plus clair. Et là, donc, ici, on nous dit, n'ayez pas peur que votre vie s'arrêtera. Ayez peur qu'elle ne commencera jamais. Il n'y a pas de meilleur moment pour être heureux comme maintenant. Donc là, le fait de capitaliser toujours, n'est-ce pas, sur le présent, parce qu'on peut s'interdire de vivre le présent simplement en se projetant sur des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Voilà, le bonheur est un voyage, pas une destination. Voilà, donc ainsi, travailler comme n'ayant pas besoin d'argent, aimer comme n'ayant jamais été blessé, et bien danser comme n'étant pas observé. Hein, donc vraiment, c'est une attitude mentale, n'est-ce pas, qu'il nous faut avoir et cultiver. Et vous connaissez ce proverbe célèbre que l'on trouve dans ce livre merveilleux, ce livre qui est appelé la Bible, hein, n'est-ce pas, patrimoine, hein, patrimoine de l'humanité. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé ou abattu mine la santé ou dessèche, hein, n'est-ce pas, les os. Hein, voilà, donc, suivant ce qui est dit. Mais déprime va miner la santé. Donc, l'esprit, le cœur joyeux est absolument important. Je me souviens que dans son livre à sa santé, un livre écrit en 2005 par le pédiatre Maurice Titran, dans ce livre, il parle de la consommation d'alcool, notamment pendant la grossesse, hein, comme étant un véritable problème de santé publique. Alors, moi, ce qui m'avait étonné dans ce livre, c'est le fait qu'il se réfère à ce qu'il appelle, je cite, une connaissance ancestrale ancienne. C'était sa manière, n'est-ce pas, de se référer à la Bible. En fait, il faisait allusion à l'histoire de Samson, dont il avait été formellement interdit à la mère, qui allait devenir enceinte, n'est-ce pas, de consommer quoi que ce soit d'alcoolisé. Et donc là, nous avons là, donc à l'écran, voilà, une recommandation, n'est-ce pas, ou du moins une formulation, n'est-ce pas, une connaissance ancestrale, n'est-ce pas, qui nous est présentée. Et aujourd'hui, scientifiquement, on est en train de voir, en effet, que ces choses qui ont été dites, n'est-ce pas, il y a quelques millénaires, eh bien, ce sont des choses qui tiennent la route. Donc, on voit ici, sur cette diapo, la relation entre le bonheur et la santé. Et cela avait été reconnu il y a bien longtemps, il y a très longtemps. Alors, dans une des études qui avait été faite aussi, c'était l'étude sur les bonnes habitudes de santé et qui avait mis au jour plusieurs pratiques d'hygiène de vie associées à la longévité. Eh bien, on a cette étude, donc une étude de 5000 personnes, hein, plus de 5000 personnes, et on avait trouvé que les personnes qui manquaient de liens sociaux, et c'était quoi ce manque de liens sociaux? Ça se caractérisait dans cette étude par le fait que, par exemple, les personnes n'étaient pas mariées, ou bien qu'elles avaient peu ou pas de contact avec de la famille ou des amis, hein, ou bien qu'il n'y avait aucune appartenance, hein, aux fréquentations régulières, notamment en église, hein, voilà, ou n'étaient pas des membres de groupes ou de groupes sociaux ou de clubs. Donc là, c'est vraiment la description parfaite de quelqu'un qui serait dans son coin tout seul, véritablement. Eh bien, on a trouvé que ces personnes-là, qui manquaient de liens, ces liens vitaux, eh bien, ces personnes étaient plus susceptibles, vous pouvez le lire sur la diapo, hein, n'est-ce pas, de mourir durant les 9 années de suivi de maladies cardiaques, d'AVC, de maladies respiratoires, de cancer et de maladies du tube digestif, contrairement aux personnes qui avaient, elles, des liens sociaux forts. Et l'étude a tout simplement démontré tout cela. Voilà, donc les personnes qui, dans l'étude sur ces habitudes de santé, avaient de bons facteurs de réseau social, et ces personnes-là, en fait, qui avaient ces bons facteurs pour eux, en faveur d'eux, c'était des personnes généralement qui avaient soit étaient mariées, voilà, ou avaient des contacts fréquents avec des amis, ou avec leur famille, avec des proches, étaient des membres d'une église, ou d'un club, ou d'un autre groupe social. Rien que d'être dans ce cas de figure, de cette configuration, eh bien, c'était une incroyable protection pour eux. Et les personnes en question étaient près de 3 fois susceptibles de mourir durant les 9 années de l'année
de l'étude quand elles étaient dépourvues de ces liens-là. Donc c'est absolument étonnant, hein, voilà, être dans son coin, forcément ne connaître personne, ne pas avoir de lien, c'est incroyable, mais ça affecte véritablement le corps aussi. Ça affecte le corps aussi. Voilà, donc il y a eu une longue étude qui a été de population qui a été faite donc dans l'État du Michigan, donc aux États-Unis, et qui a livré des résultats similaires. Les personnes qui ont des relations et des contacts sociaux avec d'autres personnes étaient significativement moins susceptibles de mourir durant les 12 années qu'avait duré l'étude. Voilà, donc on voit cela. Donc vous avez les données à l'écran, vous voyez au niveau du graphique, tout simplement. Le taux de mortalité, il est bas parce qu'on a de plus en plus de liens, voilà, avec différentes personnes, que ce soit la famille, les amis. Moins on a cela, et bien plus la mortalité est importante. Voilà, une autre étude aussi qui a été rapportée par un grand spécialiste de la médecine de style de vie, le docteur Ornish. Cette étude avait porté sur 17 000 hommes et femmes. Et les personnes les plus isolées et solitaires, celles ayant le moins de contact social, eh bien, figurez-vous qu'elles étaient près de 4 fois plus susceptibles de mourir durant les 6 années de l'étude que les personnes qui avaient un nombre de contacts sociaux élevé. Donc là, on voit encore l'importance, n'est-ce pas, du lien et les dangers de la solitude et de l'isolement sur la santé. Vous voyez, la santé physique, carrément. Vous voyez un peu ce qui se passe sur la santé physique qui va être minée par cet état de choses, par cette configuration-là. Donc, le soutien social, on le voit, donc, représente une aide puissante, en réalité, pour survivre dans pas mal de situations. Et la recherche a montré, par exemple, lorsque quelqu'un a fait une attaque cardiaque, eh bien, que la personne est entourée, qu'elle est entourée, qu'il y a des personnes qui sont là, lui manifestent l'affection et elle n'est pas abandonnée, eh bien la personne survit beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Voilà, donc là ici, donc, on voit que le docteur Lisa Berkman avait étudié donc, les taux de survie de personnes victimes d'attaques cardiaques. Et donc on voit ici que parmi celles qui avaient survécu, donc après 5 mois, 53% d'elles, donc, n'ayant aucun soutien social, donc moururent, comparé à seulement 38% avec donc une personne et 23% pour elles avec 2 personnes qui étaient là pour les soutenir. Donc, plus on est entouré, moins on est seul et mieux on est armé pour faire face à des situations adverses et des situations de santé qui peuvent être extrêmement compliquées. Voilà, voilà. Voilà, donc, alors que dire de la dépression? Eh bien, ici, dans une étude qui avait été faite avec 1250 personnes qui avaient survécu donc, à une attaque cardiaque, les chercheurs avaient trouvé que 10 ans plus tard, donc on suit ces personnes et on les suit pour voir ce qui va se passer. Eh bien, on dit ici que 50%, plus de 50% de ceux qui étaient sérieusement déprimés après l'attaque, eh bien, vont mourir. Dans les 10 ans qui suivaient, les personnes vont mourir. 42% des moyennement déprimés moururent, seulement 35%, n'est-ce pas, de ceux qui n'étaient pas déprimés moururent. Donc là, on voit qu'il faut savoir que les décès rapportés dans cette étude avaient pour cause des problèmes cardiovasculaires. Donc les raisons qui avaient été données pour expliquer pourquoi les personnes ayant une mauvaise santé mentale avaient des taux de mortalité plus élevés dus à des problèmes cardiovasculaires, eh bien, les raisons, c'était quoi? Les personnes étaient déprimées ou étaient anxieuses. Donc, elles avaient fait une attaque cardiaque, elles avaient des problèmes cardiovasculaires. Elles s'en sont tirées de prime abord, mais par la suite, si les personnes sont dans la déprime, si elles sont anxieuses, eh bien, cela va se traduire par des niveaux plus élevés dans le sang de 2 hormones du stress, le cortisol et la noradrénaline. Et dans la durée, donc trop de cortisol, eh bien, ça va commencer à dérégler le rythme cardiaque et les ventricules du cœur vont commencer donc à se comporter un peu bizarrement. Et le cortisol va aussi augmenter le stockage de graisse dans l'abdomen. Et on sait que cette graisse, n'est-ce pas, abdominale, est un facteur de risque coronaire
plus élevé pour les personnes donc, qui ont cette graisse abdominale, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai parlé du cortisol, donc il y a aussi la noradrénaline, hein, n'est-ce pas, qui est une hormone du stress. Eh bien, les taux excessifs de cette hormone-là vont aussi augmenter la pression artérielle, les taux du mauvais cholestérol notamment, et va aussi augmenter la coagulation du sang. Et donc, voilà, ça peut donc conduire à une attaque cardiaque, n'est-ce pas, un AVC ou un AVC. Voilà donc les données à l'écran que vous avez maintenant. Elles proviennent d'une étude sur les risques de l'athérosclérose, hein, c'est quand les artères se bouchent, hein, notamment. Et cette étude avait été faite dans les communautés, il y avait tout le monde, hein, les Noirs, les Blancs, les hommes et les femmes. Voilà, donc c'est une étude qui a été faite comme ça. Elle portait sur 12 986 personnes. Et les chercheurs avaient trouvé quoi? Eh bien, ils avaient trouvé qu'un taux élevé d'hostilité était un indicateur indépendant d'une attaque cardiaque. C'est-à-dire qu'on enlève tous les autres facteurs de risque, hein, d'une attaque cardiaque, mais simplement de vivre l'hostilité, d'être dans une dynamique d'hostilité. Et cela de manière permanente, de manière prolongée, eh bien, c'était un facteur à lui seul. Vous n'avez absolument aucun problème, peut-être dans les autres facteurs, rien que ça, eh bien, ça pourrait vous engendrer une attaque cardiaque. Les personnes qui avaient un score élevé avaient un risque relatif de 2,69 comparé à celles avec un taux d'hostilité bas. Et les personnes qui avaient un score moyen sur la colère avaient un risque relatif de 1,36 comparé aux personnes avec un score bas. Donc les chercheurs avaient conclu ceci. La conclusion était simple. La tendance à se mettre en colère expose les personnes qui ont une bonne santé en n'ayant pas une tension artérielle élevée, hein, les personnes normotensives, on va dire, eh bien, la tendance à se mettre en colère va les exposer donc, à ces hommes et ces femmes d'âge moyen à une situation donc, de risque élevé de morbidité et de la mort en cas de maladie coronaire, indépendamment de tous les autres facteurs que l'on peut connaître. Vous voyez un peu la tendance tout simplement à se mettre en colère nous prédispose et nous prépare à des conséquences fâcheuses et notamment nous fragiliser par rapport aux attaques cardiaques. Donc, gérer sa colère devient absolument important. Donc, le problème, ce n'est pas de se mettre en colère. Le problème, c'est ce que vous faites avec votre colère. Voilà ce qui va faire toute la différence en réalité. Donc, exprimer sa colère en hurlant ou en frappant, eh bien, ça aggrave les choses, hein, n'est-ce pas? On peut être dans un contexte où on se sent vraiment, on sent que ça vient, ça monte, eh bien, on peut faire une pause, hein. On peut peut-être laisser le temps faire, n'est-ce pas? On peut aussi peut-être voilà, faire une activité physique. Tout cela va aider à éliminer en fait la colère. Mais il faudrait le savoir, et c'est important pour tout un chacun, c'est qu'on fait en fait le choix d'être en colère. On pourrait juste avoir l'impression que la colère nous gagne comme ça, n'est-ce pas? Mais quand ça va très vite, on peut avoir l'impression que finalement, on n'a pas du tout fait ce choix. Mais en fait, on fait le choix d'être en colère. Personne ne peut vous mettre en colère sans votre consentement. Absolument personne. C'est vous qui décidez. Alors, quand vous commencez à vous mettre en colère, demandez-vous, vaut-il vraiment la peine de se mettre en colère? On peut se poser la question. Et la plupart du temps, ça ne vaut vraiment pas le coup en réalité. Et donc là, on peut faire le choix de diriger cette énergie de la colère pour faire des choses qui vont peut-être être des choses positives. La colère vient souvent après la peur, après la frustration, ou quand on a été blessé. Voilà comment, des fois, on peut comme ça se mettre en colère. Plutôt que de se mettre en colère, attaquez-vous à la source du problème. Ce serait quelque chose d'assez ingénieux, n'est-ce pas, à faire. Donc, recherchez de l'aide si besoin, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes et les conflits, notamment. Et on peut dire donc, voilà, dites « je suis désolé ».
Voilà, souvent des fois, hein, il peut s'agir d'un je suis désolé, tout simplement. Le pardon est une solution à beaucoup de colère dans le monde aujourd'hui. Et on parlera un peu plus tard, n'est-ce pas, du pardon au cours de cette présentation. Voilà, donc là, vous voyez donc à l'écran, là encore, la colère avec donc les risques de maladies cardiaques qui peuvent en être donc la conséquence. Alors dans cette étude ici, donc là on parle de la colère, maintenant on parle de l'inquiétude. Dans cette étude, parce que généralement quand on voit, jusque-là on parle de colère, on parle d'inquiétude, voilà. Ce sont des choses hein, voilà, que l'on voit particulièrement. Je sais que la plupart d'entre vous, n'est-ce pas, avaient une expérience spirituelle et dans un contexte notamment comme la Bible, ce sont des éléments qui reviennent dans la Bible. Et généralement, il y a des conseils dans ce sens par rapport à la colère, par rapport à l'inquiétude, etc. Et tout. Hein, ne vous inquiétez de rien, que sais-je. Voilà, il y a toutes ces choses qui nous sont en permanence données. Mais là, nous sommes en train de voir comment scientifiquement, eh bien, on découvre tout simplement que bah, voilà, ces éléments, ces choses qui sont des mots, etc. Et tout, mais eh bien, ça a une force et ça agit en nous. Et dans cette étude ici, les chercheurs regardaient aux effets de l'inquiétude sur la santé cardiaque et ils vont étudier 1759 hommes et durant une période d'un peu moins de 14 ans, hein, 13,7, hein, voilà, disent-ils dans l'étude. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, ils ont trouvé que des niveaux d'inquiétude augmentaient considérablement le risque d'attaque cardiaque. L'inquiétude par rapport aux difficultés financières, par exemple, ou bien l'inquiétude par rapport aux problèmes de santé. Eh bien, tout cela était étroitement lié aux problèmes cardiaques. Ils ont découvert cela. Et les personnes qui avaient un niveau d'inquiétude élevé avaient 70% plus de risque d'attaque cardiaque comparé à celles qui s'inquiétaient rarement. Et celles qui avaient le score le plus élevé avaient 154% de plus de risque comparé à celles qui s'inquiétaient rarement. Donc là, on voit que des niveaux élevés d'inquiétude, lorsqu'on s'inquiète très souvent et qu'on s'inquiète vraiment, véritablement, eh bien, curieusement, ça affecte négativement la santé cardiaque. Donc, on peut comprendre qu'on nous dise, n'est-ce pas, de ne pas s'inquiéter. Voilà, de revoir le problème autrement, mais de ne pas donner libre cours, n'est-ce pas, aux inquiétudes. Parce que justement, on s'inquiète, mais en même temps, on est en train de se fragiliser en réalité. On est en train d'affecter sa propre santé, et notamment ici, nous montrent les recherches, sa santé cardiaque. Voilà, donc l'inquiétude est un problème courant dont nous souffrons quelquefois, mais l'inquiétude est rarement productif, rarement. En fait, il est seulement destructeur. Bon, des fois, on peut s'inquiéter parce que tout simplement, peut-être, on a des choses à faire qu'on ne faisions pas. Voilà, on peut, voilà, bon, hein, dans un stress tout à fait normal, on se reprend et on avance, etc. Tout ça, ça se comprend. Mais de manière générale, l'inquiétude n'est pas productif ou producteur, mais seulement destructeur. L'anxiété est le problème de santé mentale le plus courant dans nos pays, notamment les pays occidentaux. Et le Prozac est le médicament le plus couramment utilisé dans nos pays. Et ceci, chers amis, devrait nous interpeller. Donc, c'est important, n'est-ce pas, tout comme le stress, n'est-ce pas, de garder l'inquiétude dans des paramètres raisonnables. C'est vraiment important pour une bonne santé mentale et une bonne santé physique aussi. Donc voilà, si souvent on s'inquiète, il faut rechercher l'aide d'un conseiller en santé mentale, hein, donc, ou un psychologue notamment, si besoin, pour faire face à l'inquiétude et à l'anxiété. Donc c'est absolument important d'avoir tout cela à l'esprit. Vous avez à l'écran, n'est-ce pas, que qu'est-ce qu'on gagne à s'inquiéter, hein? Mark Twain a dit « Dans ma vie, je me suis inquiété pour bien de choses qui ne se sont jamais produites pour la plupart. » Voilà, donc ça veut donc dire que voilà, ne laissons pas comme ça libre cours aux inquiétudes, ne nous laissons pas aller en permanence, n'est-ce pas? Gardons notre sang-froid. Et pour, voilà, d'un point de vue spirituel, hein, il y a différentes choses, n'est-ce pas, qui peuvent se faire dans ce sens pour nous permettre de mieux gérer les difficultés par lesquelles nous pourrions être confrontés. Voilà ce que dit la Bible de l'inquiétude, ce livre, patrimoine de l'humanité. Ne vous inquiétez de rien.
mais priez en toutes circonstances. Donc, vous savez déjà, on est en train de voir ce qui se passe quand on s'inquiète, n'est-ce pas? Dites à Dieu ce dont vous avez besoin et remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. Alors vous connaîtrez la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Voilà, donc l'inquiétude, donc si on la remplace par la prière, eh bien, on aurait de la confiance. Donc ce sont là autant d'éléments qui sont absolument importants. Donc la solution de la Bible à l'inquiétude est la confiance et l'espérance. Voilà, c'est un peu comme ça que dans ce livre, on a une solution à l'inquiétude. Vous faites de votre mieux et puis vous faites confiance à Dieu, n'est-ce pas, que tout ira bien. Et si on s'inquiète, eh bien, sachons que cela n'aidera pas du tout. Cela n'aidera pas. Voilà, l'anxiété est un sentiment courant. Voilà, presque tout le monde, hein, n'est-ce pas, est anxieux ou angoissé occasionnellement. Voilà, et là, quelques symptômes, n'est-ce pas, qui nous permettent de savoir que là, on est dans un contexte, n'est-ce pas, d'anxiété avancée ou d'attaque de panique, hein, notamment, voilà, on a peut-être vous avez mal à la tête, vous transpirez, vous avez des bouffées de chaleur, voilà, vous sentez avoir froid, vous avez du mal à la respirer, vous tremblez, vous avez le vertige, et vous vous sentez nauséeux, vous perdez le contrôle de vous-même. Voilà, donc ça, c'est autant d'éléments qui montrent là, vous êtes dans un état vraiment d'anxiété prononcée et proche vraiment d'une attaque donc, de panique. Alors, comment faire face à l'anxiété? Un examen médical peut aider à déterminer s'il y a des conditions physiques qui peuvent affecter les sentiments d'anxiété ou même d'attaque de panique. Donc, voilà, un médecin ou un psychiatre ou un psychologue peut vous aider à développer des mécanismes de défense, voilà, qui peuvent réduire ces sentiments d'angoisse, voilà, qui sont presque souvent sur le point d'envahir. Donc, il existe aussi, hein, il y a des groupes de soutien, voilà, un peu partout, hein, des fois dans des communautés ou des communautés de foi ou dans des groupes hein, de parole. Hein, ça me fait de parler à quelqu'un des préoccupations similaires. Eh bien, le fait d'être compris, tout cela peut atténuer donc les effets de panique. Hein. Voilà, presque tout le monde a déjà eu des sentiments qui pourraient être assimilés à de la dépression, n'est-ce pas? Mais dans la plupart des cas, quand ça arrive, ces sentiments-là disparaissent. Voilà. Ou bien on résout le problème qui a été à l'origine du problème. Mais pour des millions de personnes, les sentiments ne disparaissent pas. Ils ne disparaissent pas. Voilà. Et la bonne nouvelle est que la dépression peut souvent être traitée ou gérée. C'est un élément qui est très important à avoir à l'esprit. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui font face à la dépression et à qui on a dit, et donc ces personnes pensent, ben voilà, c'est terminé, elles sont condamnées jusqu'à la fin de leur jour. Mais la dépression peut être souvent traitée et gérée. Donc la dépression est une autre maladie qui peut avoir des effets émotionnels, mais aussi des effets physiques durables. Nous sommes en train de voir les liens entre le corps et l'esprit. Notamment, par exemple, ici, par rapport à la question, donc, on peut avoir des sentiments ou de dévalorisation ou de culpabilité, ou bien être dans une dynamique constante d'indécision, ou bien la difficulté à se concentrer, bien le changement dans l'appétit ou dans les habitudes de sommeil. On peut avoir une impression de perte d'énergie, ou de perte d'intérêt, ou de plaisir. Voilà, donc on peut être bruyant, violent, troublé, agité ou ralenti, ou avoir un comportement antisocial. Il y a aussi la toxicomanie, n'est-ce pas, et l'alcoolisme, et puis les difficultés dans les relations interpersonnelles. Donc autant d'éléments qui sont là et qui font qu'on peut être vraiment en difficulté et être dans la dépression. Alors, chez nos amis américains, il est recommandé, n'est-ce pas, aux médecins de poser ces questions simples à leurs patients. Avez-vous souvent été interpellé de vous sentir à plat, déprimé ou désespéré? Voilà, ça arrive comme ça. Et puis soudain, on prend conscience, mais tiens, je suis toujours comme ça, ou bien il y a telle situation dans laquelle je me retrouve. Première question. Deuxième question,
là c'est durant le dernier mois, avez-vous souvent été agacé de n'avoir que peu d'intérêt ou de plaisir dans les choses que vous faites? Donc, chez nos amis américains, on a recommandé ça aux médecins. Systématiquement, ils doivent demander à leurs patients de leur poser ces deux questions-là. Ils disent que si votre réponse, ceux qui répondent oui, sont conseillés d'aller plus loin, n'est-ce pas, dans l'examen. Voilà, on lui dit d'aller plus loin. Il faut vraiment faire quelque chose. Il faut aller voir ce qu'il en est et il faut faire quelque chose. Donc, faire un examen plus détaillé de la dépression, rechercher de l'aide, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la dépression peut être traitée. La dépression peut être traitée. Voilà, je pense que j'ai mis une diapo avant. Voilà, si vous vous sentez vraiment déprimé pendant longtemps et que vous n'ayez plus la force de travailler et que vous n'ayez plus la force d'interagir avec votre famille, par exemple, avec ceux qui vous sont proches, eh bien, il faut chercher de l'aide, il faut voir son médecin, il faut voir un psychiatre ou un psychologue qui peut vous aider à vaincre votre dépression et vous montrer différentes manières d'y faire face. Parce que les attaques de panique, elles peuvent vraiment fragiliser. Donc, être suivi et prendre un traitement peut souvent aider. Vous n'avez pas à être déprimé ni à souffrir d'anxiété, parce qu'on peut être aidé. Avec le temps, la dépression, l'anxiété peut diminuer sans aucun traitement. Mais le traitement presque toujours, il va avoir des effets bénéfiques sur le court terme, généralement. Voilà, donc ce sont là autant d'éléments, et je dois le dire ici, cela n'a rien d'incompatible, n'est-ce pas, avec le fait, n'est-ce pas, d'avoir une expérience, une vie spirituelle en tant que telle. Donc c'est extrêmement important de savoir, parce que je dis que la dépression peut se traiter. Alors ce graphique montre des résultats obtenus 30 ans plus tard, après avoir rempli le test. Donc différentes personnes ici, donc, on remplit ce test, 839 personnes, on remplit un test qui a été fait dans l'État de Minnesota. C'est un test qui essaie de mesurer l'optimisme et le pessimisme. Donc, ils ont fait le test, et 30 ans plus tard, donc, ils ont vu ce qui se passait. Voilà, donc après cette évaluation de la personnalité, donc à ce test qu'on appelle le MMPI, c'est un sigle en anglais, je vous passe les détails en anglais. Voilà, 30 ans plus tard, les chercheurs ont vérifié qui était encore en vie. Pour chaque augmentation de 10 points dans le pessimisme, voilà, la mortalité avait augmenté de 19%. Voilà, on peut mesurer de tout, n'est-ce pas? Voilà, on peut mesurer de tout. Et là, on a vu tout simplement ce qui s'était passé. Donc, une connexion à double sens. Donc, c'est très important. La santé de l'esprit et du corps œuvre dans les deux sens. Là, nous avons été en train de voir, n'est-ce pas, comment ce qui se passe, n'est-ce pas, dans l'esprit va affecter le corps. Mais il faut savoir que ça va dans les deux sens. Je vous ai dit que l'être humain, ces dimensions interagissent. Mes pensées, mes émotions, de comment je me sens, comment je vis, etc., cela va avoir une répercussion sur ma santé physique. Eh bien, parallèlement, si physiquement, n'est-ce pas, il y a des répercussions, cela va avoir des répercussions sur ma santé mentale. Santé physique, santé mentale, ça va main dans la main. C'est extrêmement important. Donc, nous avons vu comment la santé mentale affecte la santé physique. Voyons maintenant comment les habitudes physiques peuvent affecter la santé mentale. Par exemple, comment les dépendances ou les addictions affectent la santé mentale. Ça, c'est un bel exemple. J'essaie de suivre, je ne sais pas le temps dont je dispose, Leslie, de temps à autre, si besoin, voilà. Je voudrais m'assurer que je ne traîne pas. Il va peut-être falloir que je puisse aller un peu plus vite. Voilà, donc un certain Stevens, un docteur Stevens, a conduit un sondage national de bien-être général. Vous voyez un peu le type d'études qu'ils font? Bien-être général, c'était au Canada, et il avait comparé les niveaux d'activité physique, et les scores obtenus à partir d'un test de santé mentale. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh bien, les personnes les plus actives, qui étaient les plus actives, ont invariablement eu des scores plus élevés, donc un meilleur bien-être,
et une meilleure santé mentale que les personnes inactives qui avaient été étudiées, et là, quel que soit l'âge et le sexe. Quel que soit l'âge et le sexe, ils avaient trouvé cela. Plus on était actif, mieux on se sentait, mieux on avait une meilleure santé mentale. Donc, l'activité physique, avait-il conclu? Il a conclu, l'activité physique est positivement associée à une bonne santé mentale, spécialement une humeur positive, un bien-être général et moins d'anxiété et de dépression. Donc là, l'importance, n'est-ce pas, de se bouger. On nous dit que bouger, c'est la vie. Voilà, et bien quand nous faisons cela, quand nous bougeons, eh bien nous sommes en train de nous faire du bien. Voilà, sensation de bien-être, n'est-ce pas? Je vous passe tous les détails physiologiques, biologiques derrière. On se sent bien et en même temps, voilà, on a une meilleure santé mentale. Voilà, donc à mesure, voilà, c'est une étude qui a été faite, à mesure que le nombre de kilomètres d'exercice par semaine augmente, le taux de bien-être augmente aussi, et cela a pu mettre en évidence la corrélation qui existe entre une meilleure santé émotionnelle avec des niveaux d'activité qui sont plus élevés. Bon, c'est un élément important. Donc, selon l'étude, plus les gens font de l'exercice, meilleure est leur santé mentale. Ils ont aussi de bons scores sur ce qu'ils ont appelé l'échelle du bonheur. Vous voyez un peu vraiment la relation qui existe, nous sommes dans le physique, et voici comment, quand on se bouge, eh bien, cela a des répercussions au niveau mental, psychologique et émotionnellement. Voilà. L'activité physique, on a déterminé, et cela, grâce à une étude que les chercheurs ont faite, ils ont testé l'acuité mentale de 5 925 personnes qui avaient 65 ans et plus au début et à la fin de l'étude. Donc, ils ont découvert simplement que là, l'activité physique est bonne pour l'esprit comme pour le corps, pour les deux. Et dans cette étude-là, ils ont regardé à l'exercice et à la démence dans une population âgée. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que les personnes qui étaient plus actives, donc qui marchaient le plus en fait, avaient le moins de cas de démence. Ils conclurent qu'un exercice tel que marcher est l'un des meilleurs moyens de préserver votre santé mentale. Vous cherchez des moyens pour empêcher que votre esprit se détériore avec l'âge? Eh bien, voilà, on donne là une solution. Voici une approche, là, qui a fait ses preuves. Eh bien, on nous dit, faites de la marche, restez actif physiquement et mentalement. Restez actif. Le corps comme l'esprit, les deux ont besoin d'être soumis à l'épreuve pour rester forts et pour rester fonctionnels. L'activité physique diminue le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc selon qu'on ait une faible activité, voilà, on développe plus d'Alzheimer, moins d'activité, plus d'activité, on a moins d'Alzheimer, moins d'activité, plus d'Alzheimer, beaucoup d'activité, moins d'Alzheimer. Conclusion, un taux élevé de l'activité physique totale quotidienne est associé à un risque diminué de maladie d'Alzheimer. Et ce que vous mangez, chers amis, peut aussi affecter votre santé mentale. Alors, cette étude a mesuré le lien qui existe entre les aliments que les gens tendent à consommer régulièrement avec les résultats qui ont été faits d'un inventaire de la santé mentale. Donc, on a eu les deux tableaux. Certains aliments, on a trouvé, étaient positivement liés à un affect positif. Le fait de bien se sentir, être plus heureux. Et parmi ces aliments, il y avait quoi? Eh bien, il y avait des légumes. Et aussi, il y avait des fruits. L'huile d'olive, des légumineuses, les oléagineux. Et d'autres aliments, dans le cadre de cette étude, avaient un affect négatif. C'est-à-dire que l'une des conséquences était qu'on avait une mauvaise santé mentale. Par exemple, quoi? Les sucreries et les desserts, les sodas,
la consommation régulière de fast-food. Et chez les femmes, la consommation de viande rouge. Eh bien voilà, ce sont là autant d'éléments qui ont été vus durant cette étude. Alors, voici les addictions les plus courantes entre nous. Ce sont les addictions les plus courantes en Amérique, mais ce n'est pas en France. OK? Ça les concerne eux, ça ne nous concerne pas. Hein? Certaines sont plus sévères que d'autres et certaines sont beaucoup plus difficiles à vaincre que d'autres. Mais toutes peuvent prendre le contrôle de la vie et devenir néfastes quand elles deviennent excessives. Voilà, la modération est la règle dans certains domaines et l'abstinence totale, le seul choix le plus sûr en réalité, dans d'autres domaines tels que l'usage de drogue et le tabagisme. Alors vous voyez un peu ces addictions courantes, voilà, l'addiction à la caféine, hein, et ça c'est un gros sujet à lui tout seul, la caféine. Un très très gros sujet. La nicotine, le surmenage aussi, voilà, c'est une addiction. Hein, voilà. L'alcool peut être source d'addiction, les jeux d'argent, les drogues de rue, les médicaments, oui, la télévision, les écrans, on peut rajouter Internet ou différentes choses, ça dépend. Voilà, la nourriture, etc. Donc, on va voir un peu plus ce qu'il en est. Qu'en est-il de la caféine? Alors, c'est l'une des plus courantes. Je vous ai dit que c'est l'une des plus courantes en Amérique, mais pas en France. Ok? Les Français, la caféine, le café, etc., ils ne connaissent pas. Voilà. Mais la caféine peut être un problème pour certaines personnes lorsqu'elle est consommée en grande quantité. Et on verra ce qu'il en est par la suite. La caféine élève les niveaux d'adrénaline du corps et va augmenter la fréquence cardiaque. Hein, voilà, on est comme boosté, hein, voilà, ça donne de l'énergie, hein, voilà, on y va. Mais on est en train de pousser le corps en réalité. Et ce qui va se passer, les niveaux de sucre dans le sang vont aussi augmenter. Et ça peut aussi augmenter le niveau de stress, puisque c'est l'hormone du stress, l'adrénaline, n'est-ce pas? Et puis causer des irritations dans l'estomac. La caféine aussi, c'est un diurétique, hein, donc on pourrait avoir tendance à aller aux toilettes hein, peut-être un peu plus souvent, et peut stimuler la perte d'eau dans les urines. Donc pour certaines personnes, boire beaucoup de café avant d'aller au lit peut interférer avec le sommeil. Il a été montré que la caféine élève le niveau d'anxiété chez certains individus. Il a été montré que 2 ou 3 tasses de café par jour ont des effets négatifs sur la plupart des gens. Et généralement, pour les femmes qui sont enceintes ou qui prévoient de le devenir, il est recommandé de réduire ou d'éliminer la caféine carrément de l'alimentation. Et certaines études ont montré que l'excès de caféine peut augmenter le risque d'avortement prématuré. Voilà, donc la recherche actuelle montre que lorsqu'elle est utilisée en quantité modérée, par exemple, 1 ou 2 tasses par jour, les effets négatifs sur la santé vont être là, certes, ils ne seront pas aussi importants, mais ils vont être là. Donc, pour notre santé, pour votre santé, toutefois, un verre d'eau est mieux pour vous qu'une boisson caféinée. Alors, beaucoup ne le savent pas, mais puisque là, nous sommes dans un contexte, n'est-ce pas, d'AXA, hein, donc une association culturelle et sociale adventiste, eh bien, beaucoup ne le savent pas, mais l'éthique, en fait, hein, et tenant compte de tous ces principes-là que nous évoquons, cette éthique-là exclut, en fait, le café, en réalité. Pour tout dire, la caféine est un stimulant ou un excitant, en réalité. Et donc, va mettre l'organisme dans une sorte de sur-régime. Et donc là, nous sommes en train de puiser dans les forces vitales de l'organisme pour le pousser, n'est-ce pas, à fonctionner. Voilà. Donc, alors, qu'en est-il pour la nicotine? J'espère que l'image va me revenir bien. La nicotine, c'est une substance fortement addictive. Une fois que l'habitude est installée, il est extrêmement difficile de s'en défaire. Et moi, je suis en permanence absolument étonné, hein, donc sur la nicotine ou d'autres types de drogues, n'est-ce pas? Des fois, des étudiants, par différents moyens, n'est-ce pas, on arrive là, et j'ai vu pas mal de vies de jeunes étudiants complètement démolies, rien que sur la base de ça. Donc, la bonne nouvelle est qu'il existe des programmes de soutien et même des médicaments qui aident à briser l'accoutumance, notamment la nicotine. L'addiction à la nicotine et au tabac est responsable de plus de morts que toutes les autres addictions et dépendances réunies.
Plus une personne est jeune quand elle commence à fumer, plus grand est le risque, l'augmentation de la mortalité des fumeurs par rapport à celle des non-fumeurs pour les grandes causes de décès est montrée sur la diapo. Donc l'augmentation moyenne est donnée en premier, puis le niveau d'augmentation de mortalité basé sur différentes études est montré entre parenthèses. Voilà. Donc on voit généralement, en un mot, le tabac est dangereux. Et ceux qui sont exposés au tabagisme passif aussi doivent faire attention. Voilà, vous voyez tout en bas à droite, COPD, donc c'est une maladie pulmonaire d'obstruction chronique des poumons. Et le fumeur, en moyenne, voilà, va perdre 7 à 8 ans de sa vie. Donc c'est beaucoup de choses. On voit le nombre de morts, n'est-ce pas, que cela fait notamment. Et c'est un sujet de préoccupation, véritablement un sujet de santé publique. Voilà, donc ce qui est intéressant, que ce soit aux États-Unis ou en France, je sais par exemple qu'il y a 2 ans de cela à peu près, ou un peu moins, le gouvernement donc annonçait, il y a 2 ou 3 ans de cela, qu'il y avait eu, il y a 2 ans je pense, à peu près 1 million de personnes qui avaient arrêté de fumer. Vraiment, je m'étais vraiment réjoui de cette nouvelle-là, par différents moyens, n'est-ce pas, qu'ils avaient pu avoir. Donc, si quelqu'un, n'est-ce pas, fume, eh bien, c'est possible, n'est-ce pas, d'arrêter de fumer. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien évidemment, il faut en parler à son médecin de la thérapie de remplacement, de la nicotine et des aides telles que le Zyban, par exemple, qui peut vous aider à arrêter de fumer. Et il y a aussi des fois des patchs à la nicotine, etc., qui sont en vente dans les pharmacies sans ordonnance et ont aidé de nombreuses personnes, heureusement, à vaincre graduellement leur addiction à la nicotine. Et puis, il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le plan de 5 jours. On a entendu en début n'est-ce pas, de programme ce soir, le fait que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques jours, il y aura donc un plan de 5 jours qui sera organisé donc à Besançon. Eh bien, c'est un programme exceptionnel. Voilà, c'est un programme absolument extraordinaire quand on veut arrêter de fumer. Il y a différents programmes qui existent, mais je dois dire ici que le programme d'arrêt tabagique le plus ancien et qui a connu beaucoup de succès, il est appelé le plan de 5 jours. C'est le plan anti-tabagique. Et ce sont des milliers de personnes dans ce pays qui ont arrêté de fumer grâce à ce programme qui est organisé dans différentes villes de France, auquel il y avait un soutien, n'est-ce pas, même de l'assurance maladie dans certaines villes pour que les personnes vraiment puissent arrêter de fumer. Donc, ce programme n'a pas totalement disparu, n'est-ce pas? Eh bien, par exemple, à Besançon, il y aura ce programme. Ce programme a été mis à jour. Il s'appelle maintenant Breathe Free, littéralement, respirer librement. Voilà, donc, à voir donc, avec les organisateurs donc, de cette conférence. Voilà, donc ne jamais fumer ou arrêter de fumer va diminuer considérablement le risque de mort prématurée comparé à ceux qui continuent de fumer. Voilà, donc il y a une étude qui avait été faite, parmi les 4 études dont je vous ai parlé, ou du moins la dernière fois, l'une des études, c'était l'étude numéro 2 sur la prévention du cancer. Et dans cette étude, on a donc suivi donc 1 million de personnes qui avaient 35 ans et plus. Et qu'est-ce qui a été trouvé? Eh bien, les hommes qui fumaient étaient 2,5 fois plus susceptibles de mourir avant l'âge de 70 ans par rapport aux hommes qui ne fumaient pas. Donc, arrêter de fumer diminue considérablement le risque de mourir. Donc, plus tôt les gens arrêtent et plus grand sera le bénéfice et qui va se traduire en fait par une espérance de vie qui sera tout simplement plus longue. Voilà. Donc, pareil pour les hommes comme pour les femmes, c'est le même résultat. Donc, arrêter de fumer est vraiment très, très important. Alors, que dire de l'alcool? Les dépendances à l'alcool, n'est-ce pas, sont très coûteuses. Parce qu'il n'y a pas que, déjà c'est déjà grave, n'est-ce pas, que les vies des personnes, n'est-ce pas, qui sont affectées, les personnes elles-mêmes qui boivent, mais les vies affectées et perdues, mais il y a aussi autre chose, c'est très très coûteux, le coût économique et les dommages énormes, n'est-ce pas, qui sont faits à la société
Par exemple, il y a la perte de productivité, par exemple. Il y a des maladies liées à l'alcool et les coûts de traitement aussi. Il y a la perte de propriété et le coût des soins de santé qui sont dus aux accidents qui sont causés par l'alcool. Il y a le fait de mourir prématurément. C'est une perte pour les proches, c'est une perte pour la société. Hein, plus de 90 000 personnes meurent par an chez nos amis américains. Chez nous, c'est un peu moins de la moitié, c'est 41 000 personnes qui meurent chaque année à cause de l'alcool, de l'alcoolisme. Donc, une consommation régulière et grande d'alcool augmente de façon importante le risque d'accidents, notamment les accidents de véhicules motorisés. Il va y avoir une autre répercussion, ce sont des problèmes mentaux et des dommages au cerveau. Il y a la maladie notamment du foie, notamment la cirrhose, hein, qui est la 11e grande cause de décès, la cirrhose du foie. Il y a l'hypertension artérielle, les AVC, il y a l'alcool derrière tout cela. Hein, parce que généralement, on se focalise, n'est-ce pas, rien qu'au problème du foie. Mais les répercussions tout simplement multiples. Et la maladie cardiaque. Il y a aussi, pour les enfants qui ne sont pas encore nés, ça va affecter le développement du fœtus. Donc, l'alcool est une cause principale de désordres mentaux chez les enfants. Donc, pas une des plus de 14 millions de personnes ayant une dépendance à l'alcool aujourd'hui n'a jamais pensé qu'il aurait été un problème avec l'alcool, n'est-ce pas? On se dit, je commence comme cela, on ne voit pas du tout jusqu'où cela va nous amener, on ne voit pas du tout ce qui va se passer. Donc, commencez à penser qu'il pourrait gérer la situation. Eh bien, il se disait, aucun problème, je vais pouvoir le gérer. Mais non, le choix le plus sûr consiste à éviter l'alcool. Vous ne pouvez devenir dépendant à quelque chose que vous n'utilisez pas. Voilà, donc ce sont là des éléments qui sont absolument importants. Et il y a des études qui sont en train d'être faites. Nos amis américains ont chiffré même en milliards, n'est-ce pas, le coût que cela a, n'est-ce pas, pour le pays et tous ces morts, sans compter les répercussions dans les familles, des choses absolument, absolument terribles. Mais je vous invite vraiment à prendre conscience sur tout le cortège, n'est-ce pas, de maux qui peuvent survenir à la suite de cela, pas seulement le problème de la cirrhose du foie, n'est-ce pas, mais c'est tout ce qu'il y a par la suite. Voilà, une consommation régulière excessive peut causer, nous savons que c'est un grand facteur, n'est-ce pas, cette consommation excessive d'alcool. Une consommation donc excessive d'alcool, c'est un grand facteur de risque pour un grand nombre de maladies. Alors, donc, par exemple, si on voit, une consommation excessive régulière va causer l'hypertension artérielle, vous avez l'écran, l'atrophie cérébrale, préparer la démence aussi, maladie du foie, ça c'est le plus évident, n'est-ce pas, ce qu'on sait le plus. C'est un cancer, cancer du sein, cancer du côlon, oui, voilà, l'alcool, malformation congénitale durant le développement fœtal, des accidents, on l'a vu tout à l'heure, et puis sans compter les problèmes sociétaux, des problèmes dans la famille, des problèmes légaux aussi, n'est-ce pas? Là, c'est avec la justice. Donc, tout cela, c'est absolument lourd. Donc, alors, vous avez certainement déjà entendu dire qu'une consommation modérée de vin était bon pour le cœur chez les personnes d'âge moyen, n'est-ce pas? Vous avez certainement déjà entendu cela. Mais je dois vous dire que 2 études publiées récemment dans le célèbre journal donc, médical, donc, le Lancet, et en même temps dans la revue British Medical Journal. Nous sommes en 2018 et 2019, donc c'est récent. Vous savez ce qu'ils ont trouvé dans ces études qui ont été publiées? Aucun niveau de consommation d'alcool n'améliore la santé. Aucun. Et pire même, la consommation d'alcool, même de façon modérée, est associée à des problèmes au cerveau, dont notamment l'atrophie de l'hippocampe. Et vous savez, nous avons beaucoup d'agences à l'échelle planétaire, mais aussi en France. En France, notamment, nous avons ce qu'on appelle l'ANPA. L'ANPA,
ANPAA, c'est l'Agence nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie. Eh bien, pour eux, les bienfaits de la consommation modérée de vin, et tout simplement, ils appellent ça, quand ils entendent ça, et quand on nous dit cela sur les plateaux de télévision, dans les journaux, eh bien, l'AMPA dit que c'est une fake news. Voilà, donc prenez bien note, c'est une fake news. Cette consommation modérée, n'est-ce pas, qui aurait des vertus. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. L'alcool est responsable de 90 000 décès par an aux États-Unis, 41 000 en France. Mais essayons de voir un peu, là encore, pour prendre la mesure des choses. On parlait du tabac tout à l'heure, mais l'alcool. L'alcool est responsable de 3% de tous les morts par cancer, 5% de tous les morts pour des raisons cardiovasculaires, 15% de tous les décès par maladie respiratoire, l'alcool est à l'origine, 38% de tous les morts d'accidents causés par le feu, l'alcool est derrière, 30% de toutes les noyades, 30%, il y avait l'alcool qui était derrière, 30% de tous les suicides. L'alcool a joué son rôle à 30%, du moins dans 30% de tous les cas de suicide, 40% de tous les décès par chute. L'alcool est à l'origine, 45% de tous les morts par accident d'automobile. L'alcool était derrière. Et puis, dans 60% de tous les homicides, eh bien, l'alcool est derrière. Voilà, c'est la troisième grande cause de mort évitable selon les données de nos amis américains de leur Institut national des sciences. Et donc, je vous ai dit, en France, il est responsable de 41 000 décès. Alors, quelles sont les recommandations? Donc, chacun doit décider pour lui-même si ou elle boira ou pas. Alors, pour nos amis qui sont dans le contexte associatif, n'est-ce pas, de l'AXA ou dans d'autres AXA, voilà, il y a des positions extrêmement claires, n'est-ce pas, par rapport à la fois donc, le tabac et à la fois l'alcool. Donc, voilà, eux, ils donnent des recommandations. C'est l'Institut national des sciences qui parle un peu aux Américains pour essayer de leur dire, voilà, donc ils disent, vous ne devez pas consommer, vous n'avez pas à consommer. Bon, ils leur donnent quelques petites idées par rapport à la consommation, mais voilà, nous allons passer. Alors qu'ils ne devraient pas boire, ils disent, là c'est toujours aussi pour essayer de guider notamment la population américaine. Ils disent notamment les jeunes de moins de 21 ans, couples qui prévoient d'avoir un enfant ou des femmes qui sont enceintes, des personnes au volant d'une voiture, aux manettes d'un avion et ou d'une machine. Quiconque prend un traitement médicamenteux ne devrait pas boire. Les personnes qui ne peuvent pas se contrôler, quiconque est déprimé, quiconque veut garder sa faculté de juger, de jugement intacte. Voilà, c'est une liste qui a été comme ça suggérée par l'Institut national des sciences. Alors, il faut savoir qu'environ la moitié de la population boit aux États-Unis régulièrement. Je n'ai pas les statistiques par rapport à la France, je ne vais pas dire tout le monde, mais véritablement, voilà, donc il y a une forte consommation de l'alcool, puisqu'on en fait la promotion. Et aux États-Unis, un autre tiers de personnes n'a jamais bu. Ah, je me dis, ça c'est assez intéressant. Et dans le tiers en question, pour plonger un peu dans l'actualité, le président américain actuel, n'est-ce pas, n'a jamais ni fumé ni bu de l'alcool. Voilà, donc bon, voilà, je pense que ça doit lui réussir, ça va certainement lui faire du bien, j'en doute pas. Voilà, comme 64 000 personnes meurent inutilement chaque année à cause de l'alcool, et ici en France, voilà, 41 000, eh bien, ce qui est mieux, c'est de ne jamais boire. Ça, c'est vraiment ce qui serait vraiment mieux. Alors, le surmenage. Et par rapport à cela, je voudrais évoquer la notion d'équilibre. Et ça, c'est la clé pour prévenir un comportement, n'est-ce pas, obsessionnel. Voilà. Bien que ça soit bien et nécessaire de travailler, il y a d'autres aspects de votre vie qui sont aussi importants. Spécialement, voilà, l'époux, l'épouse, voilà, la famille, voilà, mettre du temps de côté, l'exercice, la récréation et d'autres activités équilibrantes qui vont vous maintenir en bonne santé et vont vous rendre productif tout au long de la vie. Voilà donc quelques idées
pour ajouter plus d'équilibre dans votre vie. Voilà, donc assurez-vous, par exemple, qu'il y a des choses amusantes et récréatives dans la soirée. Donc là, vous avez la diapo, hein, donc différents éléments qui sont là, qui pourraient vous aider à faire un diagnostic finalement. Est-ce que je m'enferme, n'est-ce pas, dans la bulle par rapport à différentes choses, voilà, peut-être par rapport au travail notamment, ou bien est-ce que je prends conscience qu'il y a le travail, certes, aussi important que cela soit, mais il y a d'autres choses à la vie. Donc, voici quelques idées. Assurez-vous qu'il y a des choses amusantes et récréatives dans la soirée, spécialement avec les personnes importantes de votre vie. Si vous n'avez pas d'amis ni un bon réseau social de soutien, il faut se donner du temps, n'est-ce pas, pour le développer et développer ces relations-là. Donc, c'est vraiment important. Voilà, donc il faut prendre des initiatives, n'est-ce pas, de façon délibérée. Il y a des choses qu'on doit vraiment faire, qui sont en notre pouvoir de faire, et qu'à moins que l'on se donne comme objectif, n'est-ce pas, d'y arriver, eh bien, on risque de ne jamais y arriver, jamais le faire. Donc, prenez de bonnes vacances chaque année. Éloignez-vous complètement de votre travail. Voilà, ça peut être très, très difficile, hein, n'est-ce pas? Hein, j'ai notamment à l'esprit ces récits qui me sont parvenus, notamment de, ce n'était pas ici, hein, voilà, de pasteurs à l'étranger, nécessairement, qui étaient en vacances, mais voilà, avec toute la famille, mais en fait, on était en vacances, on avait juste changé de lieu, mais on était en pleine activité, hein, toujours, mais avec la famille autour, mais en pleine activité. Voilà, donc il faut vraiment essayer de s'éloigner jusqu'à un certain point. Planifier des semi-vacances aussi, chaque mois, peut-être prendre un jour ou une semaine pour aller quelque part et faire quelque chose de spécial. Chaque semaine, il y a une soirée, une journée spéciale en famille, notamment. Si vous n'avez pas de famille, une soirée ou une journée que vous pouvez passer avec votre époux ou avec des amis. C'est toujours cela, n'est-ce pas, d'être dans ce contexte-là. Alors, quelles activités intéressantes appréciez-vous le plus souvent dans votre vie? Voilà, vous pourriez y penser. Vous avez peut-être des activités intéressantes dans votre vie. Vous dites, tiens, voilà, il y a ceci ou cela. Alors, vous avez peut-être déterminé une ou deux. Alors, la question est la suivante maintenant. Quand est-ce que vous les avez vécues la dernière fois? Plus d'idées, on peut s'impliquer dans un projet. Ça peut être un projet communautaire, un projet d'association, un projet ecclésial. On peut être voilà, quelqu'un qui va devenir une maman, un papa, un grand frère, une grande sœur, voilà, pour peut-être un enfant qui a un besoin d'aide ou d'orientation dans sa vie. On peut devenir bénévole, n'est-ce pas, dans différentes activités. En fait, quand on s'implique dans la vie pour les autres, votre vie va davantage prendre du sens. Voilà, plus on se donne à autrui, plus on s'intéresse à autrui, et curieusement, c'est notre vie qui en est impactée positivement. Donc voilà, il est important de créer de l'équilibre dans la vie et éviter d'être accro, même pour le travail. Et je dois vous dire que même pour ceux-là qui sont pasteurs, eh bien, on ne peut pas être là et se tuer à la tâche et ne plus dormir et ne plus, voilà, etc. Et tout, prendre soin de ton corps, récréation, du temps en famille, ça va, c'est la santé, ça va avec une bonne santé, tout cela. D'autres addictions, la télévision ou les jeux vidéo compulsifs peuvent interférer avec les interactions normales dans la famille. Et là, les parents doivent veiller sur ça, notamment avec des enfants qui sont de plus en plus, ils sont plus facilement plus tactiles, voilà, plus intuitifs. Et donc, voilà, on doit veiller à cela pour que ça ne soit pas finalement une barrière où on vivrait chacun dans son coin avec des écrans. L'activité physique, le repos adéquat, ce sont là des éléments que la télé, les jeux vidéo, les écrans peuvent interférer avec ces éléments-là. Un appétit compulsif, notamment, là aussi, ou manger pour faire face au stress, et cela va conduire à l'obésité, ça peut conduire à l'obésité, le diabète, la maladie cardiaque et d'autres conditions qui sont graves. Donc, c'est important d'être conscient, n'est-ce pas, que là, l'on fait face à une situation d'addiction. Voilà, donc c'est important, lorsqu'il y a une addiction, une dépendance, de briser le cycle. Il nous faut vraiment agir, donc les habitudes s'apprennent. Il est donc possible, si on a appris, il est possible de désapprendre. Les désapprendre sera vraisemblablement plus difficile, naturellement, que le fait d'avoir appris. Donc ça, c'est un élément déjà qui est important. Dès que vous réalisez que vous avez une addiction,
il faut agir, il ne faut pas attendre. N'attendez pas que les choses deviennent plus graves avant de demander de l'aide. Avec le temps, les addictions deviennent sévères. Si ne vous arrêtez pas d'essayer, même si vous ne réussissez pas du premier coup, arrêtons-nous sur le tabagisme, donc l'une des addictions les plus puissantes. Une étude a montré que 2/3 des personnes qui tentent d'arrêter à plusieurs reprises, ils parviennent au bout. Voilà, donc ça c'est intéressant de le savoir. Le fumeur moyen qui arrête est celui qui essaie 5 ou 6 fois avant de finalement réussir. Donc, le mot d'ordre ici, n'abandonnez donc jamais. Et si on fait face à une dépendance, il faut chercher de l'aide et du soutien auprès de votre famille, auprès de vos amis, et si besoin en était, de rechercher l'aide d'un professionnel, n'est-ce pas? Et du soutien et des conseils d'un psychologue ou d'une équipe de parole qui peut vous aider grandement à changer. Et concernant le tabac, il existe des médicaments que l'on peut prendre qui peuvent commencer à vous aider, n'est-ce pas, à enclencher la dynamique pour sortir et réussir. Et on peut demander l'aide d'un médecin aussi. Et autre chose, c'est qu'on peut opter pour une hygiène de vie totalement saine. Une hygiène de vie totalement saine, cela va avoir une répercussion, voilà, sur le corps et donc sur l'esprit, sur la santé mentale. Donc ça va pouvoir aider dans ce sens. Manger équilibré, ayez des activités physiques, reposez-vous. À mesure que vous deviendrez plus fort et en meilleure santé, eh bien, on sera mieux à même de faire des choix en faveur d'un style de vie sain. Donc voilà, on prend des décisions en ce sens, on se sent mieux et on peut finalement décider de prendre d'autres décisions. Donc, les suggestions se résument à un seul principe. Il faut adopter donc une approche positive. Pensez à quelque chose de meilleur et faites-le. La chambre est obscure, voilà, on est dans l'obscurité, on ne maudit pas, n'est-ce pas, l'obscurité. Qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière. Donc, on ne doit pas se concentrer sur le problème. Donc, assurément, nous avons remarqué que lorsque vous n'essayez pas de penser à des éléphants roses sont partout. Et c'est ce que nous avons à faire avec nos addictions. Ne pas se laisser contrôler par elles. Et il y a cette parole, n'est-ce pas, cette parole de sagesse que l'on trouve dans la Bible qui dit « Soyez vainqueurs du mal par le bien ». Voilà, dans l'Épître aux Romains. Donc, quand il y a quelque chose dans votre vie que vous ne voulez pas, changez alors cette façon d'être. Repensez la façon dont vous voulez vivre. Puis, patiemment et au fur et à mesure, faites de cette façon de vivre une habitude. Voilà, donc on peut vraiment prendre des décisions, on peut faire en sorte que certaines choses puissent changer. On parle de liens qui existent entre le corps et l'esprit, et notamment l'importance de développer ici maintenant une force spirituelle. Et quand on le fait, cela va donner une orientation et un sens à la vie. C'est très, très important. Je sais que je suis dans la France métropolitaine, n'est-ce pas? Je sais que je suis dans l'Hexagone, voilà, il y a le contexte, il y a l'histoire, etc. Mais si on en parle ici, c'est parce que scientifiquement, bien, ces choses sont en train d'être étudiées et on sait maintenant et on comprend, on voit ce qu'il en est. Donc, la foi ou la confiance en un être suprême peut aussi apporter espérance et réconfort dans des moments d'épreuve ou dans la maladie. Et des études scientifiques montrent que les personnes qui croient en une puissance plus grande et ont une connexion religieuse ou spirituelle véritable, eh bien, ces personnes guérissent plus vite de la maladie et vivent plus longtemps. Voilà, ce sont des choses qui sont là, mises en place maintenant, que l'on sait de plus en plus, et des choses qui sont en train d'être étudiées. Donc, entretenir votre engagement spirituel peut vous aider à vivre une vie plus saine et plus heureuse. Voici quelques approches qui ont été d'une aide à de nombreuses personnes. Passez un peu de temps en prière, en méditation ou en contemplation, chaque jour. Apprenez ce que veut dire aimer en prenant soin de quelqu'un, ou d'un enfant, d'une personne dans le besoin, en aidant ceux-là qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes.
Vous savez, des fois, en tant qu'être humain, on peut comme cela avoir des convictions, n'est-ce pas, que nous avons à l'intérieur de nous. Hein, pas qu'on entende forcément une voix, mais une conviction, n'est-ce pas, qui est là. Hein, peut-être qui parle d'harmonie, de gentillesse, d'attention à l'égard des autres. La dimension spirituelle peut aussi vous aider à intégrer et mettre en place les priorités de la vie pour parvenir en fait à avoir une vie pleine, accomplie et pleine de sens. Voilà ce que fera, n'est-ce pas, une vie spirituelle. Alors, je vous ai dit que nous sommes là dans un contexte de science, hein, n'est-ce pas? Parce que les études sont là, et elles le montrent. C'est que il y a une étude ici qui a été faite sur 2025 personnes, donc âgées de 55 ans et plus, et il s'agissait de voir quels facteurs seraient les meilleurs indicateurs de longévité. Et on a suivi ces personnes pendant 5 ans. Eh bien, vous savez quel était le facteur le plus important qui prédisait les personnes qui allaient être encore en vie, qui allaient vivre le plus longtemps? Assister à des services religieux. Alors vous vous dites, mais c'est incroyable cela. Et laissez-moi vous dire ceci, c'est qu'ils ont trouvé cela, ce facteur qui était le facteur le plus important, et les chercheurs avaient tenu compte du fait que, avaient étudié, parce qu'on peut dire, bon voilà, c'est un des meilleurs revenus que d'autres, etc. Non, 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 ça a été équilibré, ils ont tenu compte des revenus, ils ont tenu compte de l'éducation, n'est-ce pas, que les personnes avaient reçue, ils ont tenu compte de leur terrain de santé, est-ce que les personnes avaient des maladies chroniques ou elles avaient d'autres maladies, ou on a aussi étudié leurs habitudes de santé, les personnes par rapport à l'exercice physique, si elles fumaient ou non, le fait de boire, la graisse corporelle, l'implication sociale et le statut psychologique, tout cela avait été pris en compte. Mais rien de tout cela ne put rendre en compte des résultats, si ce n'est le fait de fréquenter l'Église, fréquenter des églises. C'était un facteur qui était indépendant de tous les autres facteurs qui étaient là en place dans l'étude. Et ce facteur est sorti du lot. Et c'était le plus fort indicateur. Et ça, c'est incroyable. C'est absolument étonnant. Assister à des services religieux. Alors pourquoi les personnes qui vont à l'église vivraient-elles plus longtemps? On peut se poser la question dans ce cas. L'étude avait été faite à l'université Duke, donc aux États-Unis, voilà, 4000 personnes pendant 6 ans, et ils avaient trouvé que ceux qui étaient à l'église, chaque semaine, avaient 28% de moins de risque de mourir, même après avoir tenu compte des habitudes de santé, du niveau intellectuel et des problèmes médicaux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, voici quelques théories, quelques idées qui sont avancées, et tout cela est à l'étude aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait en sorte que ceux-là qui vont à l'église pourraient vivre plus longtemps? Eh bien, on sait simplement, l'étude, de manière purement psychologique et sociologique, voilà, on voit pas mal de choses. Les églises apportent du lien social et du soutien. Il y a déjà ça. On va, au moment où on n'est pas tout seul, quand ça se passe bien, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on peut aller dans des endroits et on est complètement tout seul, voilà. Mais généralement, l'Église, de par sa configuration, de par son fonctionnement, de par les principes qui régissent, notamment la vie des églises, les églises apportent du lien social et du soutien. C'est un des points. L'autre raison, c'est que les membres trouvent du réconfort. On pratique le pardon. Et il y a du sens dans leur foi, notamment en un être suprême. Tout cela joue n'est-ce pas? Une autre raison, c'est que les personnes qui vont à l'église vivent généralement des vies plus saines que celles qui n'y vont pas. Et on a fait des ajustements, n'est-ce pas, des différents facteurs. Et ça, c'est un élément aussi qui ressort. Et un des éléments aussi, c'est le soutien de l'Église qui peut aider les gens à mieux faire face aux temps de détresse, lorsqu'ils se font face à de grandes difficultés. Eh bien, cette présence, ce soutien-là, eh bien, c'est un élément qui fait que, eh bien, on va contourner la mort prématurée, on va mieux se gérer dans différentes situations. Voilà. Voilà donc un autre exemple sur la foi et le pardon et le concept du pardon. Les personnes qui pardonnent facilement ont une meilleure santé mentale. D'autres études montrent aussi que le pardon aide à améliorer les problèmes de santé physique.
Ah oui, le pardon. Problèmes de santé physique, tels que l'hypertension artérielle. Alors, c'est un médecin, le docteur Benson. Il enseigne un cours pour les professionnels de la santé à l'université d'Harvard. Et c'est quoi comme cours? Le pardon et la santé. Ah, c'est un cours universitaire, hein, s'il vous plaît. Voilà. Et vous avez donc la diapo ici. Les personnes qui pardonnent facilement tendent à jouir d'un bien-être psychologique plus grand et sont moins déprimées que celles qui gardent rancune. Et le docteur Benson nous dit ceci, il existe une physiologie du pardon. Si vous ne pardonnez pas, cela vous détruira. Waouh! Alors, dans un contexte interactif, hein, comme je vous dis, par rapport à ce programme, on a 2-3 heures ensemble, et bien là, c'est un sujet extraordinaire. Hein, voilà. Je dis bien que l'on soit croyant ou pas. Et c'est fascinant le type d'échange qu'on peut avoir, rien que sur cette base, même pour les personnes qui n'ont pas forcément de cheminement spirituel avéré, hein, en rapport notamment avec la Bible ou que sais-je. Hein. Cet élément est absolument important et c'est pour tous les êtres humains. Si on ne pardonne pas, eh bien, cela va nous ronger. Cela va nous ronger. Et donc, on voit l'importance, et pour ceux qui ont une connaissance, n'est-ce pas, des enseignements bibliques, on voit l'importance, n'est-ce pas, du pardon. Hein, et on voit que cela a des répercussions sur la santé, notamment la santé physique, la santé mentale. Donc, on le voit, la religion peut être source de force et de réconfort durant les crises de la vie. Et elle aide aussi à donner de l'espoir, une direction et un sens à la vie qui va contribuer à une meilleure santé mentale et émotionnelle. Alors, là, c'est le magazine Newsweek, hein, c'est un peu l'équivalent peut-être du Point ou de l'Express, hein, n'est-ce pas, ici, aux États-Unis, entre autres. Alors, plus de la moitié, alors figurez-vous, vous en sont déjà, nos amis américains, plus de la moitié de toutes les facultés de médecine ont maintenant des cours sur la santé spirituelle et la guérison. La santé spirituelle et la guérison, chers amis. Vous vous imaginez un peu ce que c'est? Faculté de médecine, on va étudier la santé spirituelle et la guérison. Donc, je pense que c'est vrai, nous sommes dans un contexte comme l'Hexagone, mais il est important que tous nous prenions conscience que la dimension spirituelle fait partie intégrante de tout être humain. Et que donc, il faille prendre soin de cette dimension-là aussi. C'est très important. Voilà, on a bientôt terminé, puis quelques diapos. Voilà. Voilà. Donc, c'est important. Donc, je vais aller très vite. Hein, je vois l'heure. Je ne sais pas si on m'a fait signe tout à l'heure, mais bon, voilà, je n'ai rien vu pour l'instant. Mais il faut que nous terminions. Je vais aller très vite. Hein. Donc, l'importance de la dimension spirituelle, c'est important. Ce n'est pas juste pour les croyants, ce n'est pas pour les gens simplement qui croient à la Bible. C'est tout le monde, c'est important. Voilà, si on veut mener une vie qui est plus enrichissante. Voilà, donc voilà l'importance de lire la Bible, d'autres écrits spirituels, rechercher des principes, des enseignements précieux, se familiariser avec tout cela. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Voilà, donc on va continuer. Voilà, tout le monde a besoin de ce qui est beau et du pain, des lieux où jouer et prier, où la nature peut guérir et donner de la force à la fois au corps et à l'âme, hein, dit Mur. Voilà, donc je passe là-dessus. Ah, la diapo ne veut pas s'afficher normalement. Voilà, donc pour résumer, et après on a le quiz. Hein. Donc voici les 11 stratégies pour une vie holistique et une bonne santé. Voilà pour un résumé pour une vie équilibrée. Soyez actifs. Soyez actifs. Mangez bien. Reposez-vous. Soyez social. Soyez prudent.
faites généralement des examens, n'est-ce pas, pour que, savoir où vous en êtes au niveau voilà, de certains facteurs, hein, voilà, suivant l'âge, l'homme, la femme, etc. Évitez tout ce qui nuit. Soyez reconnaissant, soyez utile, pardonnez aux autres, soyez heureux. Et avec cela, profitez pleinement de la vie.